Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec mon acolyte. Toujours là. Pour le chapitre 43 d'Eddard. Le chapitre 43, non, en fait, pour le chapitre 43, donc le 11e chapitre d'Eddard, pardon. J'espère que tu vas bien, Guillaume. Bah, ça va et toi? Ça va bien depuis notre dernier chapitre. Et puis, on est parti, hein. Ok, bah, comme d'hab, je me lance dans le petit résumé. Dans ce chapitre, nous retrouvons Ned devant assurer les fonctions du roi en son absence, qui, on le rappelle, est parti à la chasse. Une audience de la plus haute importance a lieu ce jour-là. Dans les conflans, plusieurs villages ont été mis à sac par une troupe qui semble être menée, d'après les témoignages des survivants, par Ser Gregor Clegane, probablement sous les ordres de Tywin Lannister. Ned va prendre une décision fatidique, celle 1 de destituer Ser Gregor de tous ses titres, et 2 de mandater 4 chevaliers, dont Beric Dondarrion et Thoros de Myr, de faire répondre Ser Gregor à la justice du roi. Ok. Merci Guillaume. Alors, c'est parti, hein. Donc le chapitre débute dans le donjon rouge, dans la salle du trône de fer, et je crois que c'est la première fois qu'on voit le trône de fer, à moins que je me trompe, Guillaume. Non, c'est la première fois qu'on a sa description, effectivement. Ouais, qu'on a souvent qu'on le voit, parce que je crois pas qu'on ait été dans sa salle depuis le début de. Elle a été décrite avec les têtes de dragon qui étaient. Enfin, la salle a été décrite d'après des souvenirs, mais je crois qu'on s'est jamais retrouvé dans la salle en elle-même. Et donc t'as raison, hein, c'est la première fois qu'on a cette description et c'est drôle parce que bon, il faudra attendre le chapitre 43, sachant que bon c'est le nom de la saga, hein, en français le trône de fer, mais il faudra attendre le chapitre 43 pour enfin le voir. Donc fallait être patient quoi. Est-ce que si bon on avait déjà évoqué. A priori, s'ils en sont arrivés à notre 43e épisode de podcast, ou 44e voire, ils sont patients. Les auditeurs sont patients pour nous supporter pendant 44 épisodes et probablement pendant 500. 500. Ah oui, si on va jusqu'à Junior Spring, hein, si on va jusqu'au 7e tome. On sera vu avec des enfants, mais on sera là. Et mais je crois qu'on avait déjà dû évoquer le terme trône de fer. Là, par contre, j'en suis pas sûr, mais peut-être qu'on l'a déjà évoqué. Si, on l'a évoqué parce que on a eu le flashback avec Jaime qui s'était assis sur le trône de fer. Bien vu. C'était Ned qui était assis sur le trône en qualité de main du roi, comme Robert était parti à la chasse, on se le rappelle dans le chapitre précédent. Un cerf blanc rôdait dans les bois du roi, donc Robert forcément devait aller le chasser en sa qualité d'homme guerrier, d'homme de bataille, d'homme qui cherche son gibier. Et de Baratheon, quoi. De Baratheon, surtout. Ouais. Le trône de fer était le siège d'Aegon le Conquérant, le premier de la dynastie des Targaryens, le premier à avoir régné sur les 7 couronnes. On a une description de ce trône. Il paraît assez grand, constitué de lames acérées, de lames des ennemis qu'Aegon avait vaincus, nous dit-on, et, au dire de tous, surtout inconfortable, du fait qu'Aegon le Conquérant avait voulu que le souverain siégeant sur le trône de fer soit toujours sur le qui-vive, qu'il ne soit jamais trop à l'aise. Ouais, à mon avis, ça doit pas être un siège ergonomique Ikea, à mon avis. Voilà. C'est chauffant. Tu me diras, vu comment elle a été forgée. Chauffant peut-être. Bah non, le métal doit être bien froid, mais à mon avis, il y a pas soutien lombaire, appui-tête et tout. Hein, je pense pas. Le trône de fer fut forgé, d'après les rumeurs et les chansons, par 1000 épées chauffées à blanc, par Balerion la Terreur Noire, le dragon d'Aegon, et il fallut, toujours selon ces rumeurs, 59 jours de martelage. Vu la description du trône de fer qu'on a dans ce tome, et les illustrations qu'on a dans d'autres bouquins de la saga, celui de la série paraît vraiment très cheap en fait. Ouais, il est minable par rapport à... Genre, c'est un siège, quoi. Ouais. Bon, là, on dit 1000 épées dans la série, il doit y avoir, allez, quoi, peut-être 70-80 épées, quelque chose comme ça, et encore, je suis gentil. Je suis naze pour évaluer, pour évaluer le nombre d'épées ou un truc comme ça, je suis vraiment naze. Par exemple, là, on a le tome de Fire and Blood, là, avec nous, et il y a une illustration du trône de fer, et tu vois vraiment que 1000 épées, ça représente limite qu'il y a un escalier, quoi. Pour moi, j'ai l'impression que c'est carrément plus que 1000 épées sur les illustrations, tu vois. Mais je suis pas bon pour
De toute façon, c'est prouvé, genre on est nul pour genre on est nul pour évaluer quand on voit une masse avec plein d'objets, on est nul pour évaluer le nombre. Alors on pue la merde. Après bon, c'est selon des rumeurs, hein, les épées, ça se trouve ça sert un peu plus, ça se trouve un peu moins. Ça se trouve ça relève de la légende quoi. 1000 c'est joli pour le nom, quoi, pour le chiffre, mais ça se trouve c'est plus, ça se trouve c'est moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui de la série représente pas du tout 1000 épées. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense. Ouais. En passant dans le chapitre, on rencontre un 5e membre de la garde royale. Du coup, Guillaume, est-ce que tu as noté Harris du Rouvre. Harris du Rouvre, oui, qui a l'air tout à fait capable, du point de vue de Ned, de faire partie de la garde royale. Ouais. On compare un rempart entre le roi et le reste, quoi. Donc, pareil, en faisant encore une comparaison à la série, je crois que la série avait présenté que justement 4 membres de la garde royale. En tout. En tout cas, la garde royale de Robert, en tout cas. Hein. Peut-être même en tout après. La garde royale de Robert, dans ma tête, j'ai Barristan Jaime, Meryn Trant. Jaime Lannister. Oui, je l'ai cité. Ah, pardon. Barristan Selmy. Non, t'as dit Barristan Selmy, Meryn Trant, Jaime Lannister. Oui. Et Boros Blount. Boros Blount, on le voit dans la série. Bon, on doit le voir. Peut-être qu'on le voit pas. Oui, t'as raison. Peut-être qu'ils en montrent que 3, oui. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on avait déjà dans le roman, parce qu'on a un podcast sur le roman, sur le tome, donc on va se concentrer sur ça. Ce qu'on avait déjà vu, donc on vient de les citer, hein. Sir Barristan Selmy, le Lord Commandant, Jaime Lannister, Sir Meryn Trant et Sir Boros Blount. Donc, et on avait Ober et non, ça c'est Ober et Horace, c'est les fils de Baxter Redwyne, le sire de la Treille. On avait rencontré que ces 4-là. Que ces 4-là, ouais. Ok. Donc là, on rencontre le 5e, donc tu as dit, sera Harris du Rouvre. Alors, dans les appendices, les du Rouvre, avant que tu... Non. J'ai pas regardé l'appendice pour ça. Les du Rouvre apparaissent comme des bannerets des Tyrell, et ils sont dirigés par Lady Arwen du Rouvre. Et les fiefs du Rouvre s'appellent le Vieux Rouvre. Donc c'est assez simple, hein, mais bon. Ok. Les Rouvres dirigent du Rouvre, voilà. On ne peut pas faire plus simple. Et ça, on n'avait jamais évoqué, mais du coup, Guillaume, pour toi, comment une femme peut diriger une maison? Parce que là, c'est une femme qui dirige la maison du Rouvre. Alors, on sait qu'à Dorne, c'est différent, les lois. C'est-à-dire, c'est différent à Dorne. À Dorne, on peut, une maison peut hériter, une femme peut diriger une grande maison, par les mêmes règles que les hommes, quoi, avec l'héritage. Si y a une fille aînée, c'est elle qui hérite, quoi. Okay. Et je suppose, en l'absence d'héritier masculin plus haut placé, on peut avoir, je sais pas. D'accord. Donc ça serait pour toi en l'absence d'héritier mâle légitime. Ouais. Du coup, ça reviendrait à la première héritier femelle légitime. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, ok, il y a cette solution. J'en vois une autre aussi, c'est quand c'est une veuve qui dirige la maison. Donc la veuve comme par exemple justement Lady Lysa Arryn. Ouais, Lady Lysa Arryn, ouais. Donc celle qui dirige, en sa qualité aussi de mère du futur souverain, du futur seigneur de la maison Arryn. Ouais. Mais ça peut être une veuve qui dirige la maison à la mort de son mari. Et peut-être qu'il y a d'autres cas, mais là je m'en souviens pas. Peut-être qu'il y a d'autres cas à part cela où une femme peut diriger la maison, mais c'est les 2 cas principaux, je crois. Ned se trouvait aux côtés d'une partie du conseil restreint. Étaient présents Varys, Littlefinger, ainsi que le grand maître Pycelle. Donc là, je te rappelle, Varys, au sein du conseil restreint, c'est le chuchoteur, l'araignée, je sais pas quel est son rôle, comment s'appelle son rôle fiel, je crois que c'est le maître des chuchoteurs. Ouais. Littlefinger, c'est le grand argentier. Grand argentier. Le grand maître Pycelle, bon, c'est le maître, hein, c'est le grand maître. Alors, Renly, le frère de Robert, ainsi que Barristan Selmy, le lord commandant de la garde royale, étaient partis chasser avec le roi. Alors, avant de parler du chapitre, il faut remettre la scène dans son contexte, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, depuis l'enlèvement de Tyrion Lannister par Catelyn Stark, les terres de l'Ouest, donc les terres des Lannister, étaient en ébullition. Dans les derniers chapitres, nous avions appris que Jaime Lannister était revenu dans les terres de l'Ouest pour soutenir son père, Tywin Lannister,
qui lui massait son armée près de l'Adandor. Alors, si on regarde la carte, l'Adandor, ça se situe à la limite du Conflant, donc la terre des Tully, et les terres de l'Ouest. C'est vraiment... ouais, à la frontière, quoi. Ouais, à la frontière. Catelyn avait même reçu une lettre aux Zériers qui disait que son frère, Edmure Tully, avait envoyé ses bannerets, Lord Vance et Lord Piper, afin de garder la passe de l'Adandor. Pour ça, on l'avait vu dans le dernier chapitre de Catelyn. Ok. Maintenant qu'on a mis la scène en contexte, voilà ce qui se passe. Des villageois du Conflant, ainsi que leurs chevaliers, étaient venus plaider leur cause à cause des massacres qui ont été perpétrés, selon eux, par les Lannister. Comme chevaliers, nous avons Sir Raymond Darry, ainsi que Sir Carl Vance et Sir Mark Piper. Tous des bannerets Tully. Tous des bannerets Tully. Alors, on a déjà parlé de Sir Raymond Darry. Donc, Guillaume. Oui, c'était celui qui s'était, enfin, chez qui s'était arrêté Robert et Ned et tout, en fait. Toute la procession. Toute l'escorte. Pendant le chemin entre Winterfell et Port-Réal. Mmh. C'est ça. D'ailleurs, chose étrange, Sir Raymond Darry est désigné comme Sir, donc comme chevalier, alors que c'est le dirigeant de la maison Darry. Alors ça c'est pas quelque chose qui est en lien avec l'histoire, hein, c'est vraiment nous parce on s'aide avec nos podcasts avec le site de la Garde de Nuit, d'ailleurs on les remercie encore, hein. Je sais pas, on devrait le faire même à chaque épisode parce que c'est eux qui nous procurent toute cette aide, mais du coup même eux au niveau de la description de Sir Raymond Darry, ils marquent seigneur point d'interrogation, chevalier fiefé point d'interrogation. En fait, on devrait l'appeler Lord de Raymond Darry, mais je sais pas pourquoi, là, on l'appelle Sir Raymond Darry. Sir. Ouais, c'est bizarre. Bah... Mais je crois que c'est aussi dans la version originale, hein. Je pense pas donc je sais pas trop pourquoi, mais bon. En revanche, c'est la première mention de Sir Carl Vance et de Sir Mark Piper. Alors, ces deux-là apparaissent dans les appendices, comme bannerets des Tully, et ils sont de la famille de Lord Vance et de Lord Piper, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été envoyés garder la passe au niveau d'Adandor. Et petite anecdote glissée dans le chapitre et peut-être chose à retenir, on nous dit que Mark Piper est l'ami intime d'Edmure Tully. Donc ils doivent être assez proches des deux. Alors, il y a 3 bourgades du Conflant qui ont l'air d'avoir été attaquées. Le fort de Shearer, Warbourg et le Guet Cabot. Ned n'était guère surpris par ces effluves de sang. C'était l'évolution probable de la situation actuelle, mais il tient quand même à écouter ce qu'il s'est passé de la part des villageois. D'ailleurs, il s'étonne que les villageois le prennent pour le roi Robert, alors qu'ils sont près de la capitale de Port-Réal, à quelques jours de cheval, quoi. Mais surtout qu'au moment où il leur parlait, Ned portait des habits avec le symbole des Stark et la broche de la main du roi. Donc ça, si on regarde un peu plus loin, je pense que je pense, hein, après je peux me tromper, mais tu me dis ce que t'en penses, ce que ça signifie, c'est qu'en vérité, les paysans, les gens du peuple, sont pas très au courant de ceux qui les dirigent. C'est-à-dire qu'ils doivent connaître le seigneur de la terre sur laquelle ils vivent, mais je veux dire au niveau du roi, au niveau des différentes autres couronnes, même comment on appelle ça encore? Des insignes. Ouais, des insignes, etc. Ils doivent pas les connaître. Ouais, c'est quand même abusé qu'ils connaissent pas au moins l'insigne Baratheon et... Ouais, alors je sais pas trop. C'est-à-dire que je pense qu'ils connaissent pas l'insigne des Stark, donc le loup-garou des Stark, mais... D'accord, alors que c'est quand même la moitié de Westeros, quoi, le Nord, quoi. Enfin... Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que ça surprenait. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est que même si ça nous surprend, en vérité, bon, ils doivent pas la connaître, quoi. On savait déjà qu'à l'époque, ils étaient pas très... Quand ils cultivaient, c'est-à-dire qu'ils étaient pas lettrés, par exemple, qu'ils savaient pas lire. Donc même au niveau, comme tu dis, des insignes, des emblèmes et tout, etc. Peut-être que ça va être compliqué parce qu'on sait qu'il y en a énormément. Après, quand c'est des villageois, sans école, c'est sûr que... Enfin, l'ignorance n'a plus de limite, là, tu vois. Ouais, non, mais ça, ils ont pas de maître pour leur apprendre toutes les différentes maisons, tous les emblèmes. Et donc c'est vrai que ça peut poser problème parce que si même le roi, ils ne le reconnaissent pas, c'est compliqué, quoi. Généralement, à cette époque-là, par exemple, les rois, ils faisaient des sortes de, comment on appelle ça encore, de pérégrination dans le royaume pour se faire connaître un peu, justement, de leurs gens. Parce que sinon, ils les voyaient jamais, vu qu'ils, entre la capitale Port-Réal et Winterfell, il y a un monde d'écart. Donc
Donc c'est sûr que comme tu dis, quand on n'est pas lettré et quand on n'est pas éduqué, forcément ouais. Mais ouais, donc il y a des problèmes de reconnaissance en tout cas par les gens du peuple. Les villageois entament alors un récit et ce que le lecteur peut en tirer est que ce fut un massacre. Ce n'étaient pas des brigands, ils n'étaient pas là pour piller. Non, ils étaient là juste pour un massacre, une boucherie. Femmes, enfants, vieillards, nourrissons, tous y sont passés, excepté quelques-uns. De plus, ces barbares portaient des équipements de combat et montaient des destriers, donc des chevaux de bataille. Mais l'indice le plus intéressant était que leur chef paraissait être un géant, et on ne connaissait qu'une seule personne qui correspondait à ces descriptions, malgré l'absence de signes distinctifs sur leurs armures. La montagne Gregor Clegane. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler qui est la montagne, où on l'a déjà rencontré, son histoire, etc. Bah, la montagne, donc ça, Gregor Clegane, c'est en tout cas la maison Clegane est une maison vassale des Lannister, et on a rencontré son frère, Sandor Clegane, qui est le bouclier lige de Joffrey. Et Sir Gregor Clegane, on a déjà eu un avant-goût de son caractère pendant le tournoi de la main, où il a été vaincu. Déjà, il a tué Ser Hugues Duval en foutant sa lance dans sa nuque. Et donc Ser Hugues Duval, l'ancien écuyer de Jon Arryn. Et plus tard, il a été vaincu par Ser Loras Tyrell, et il a l'air d'être mauvais perdant parce qu'il a décapité son cheval en guise enfin, il a fait une je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a tué. Il était pas content. Il a tué son cheval et il a agressé Loras Tyrell, qui aurait pu y passer sans l'intervention de Sandor Clegane. Ok, merci Guillaume. Parfait. À la mention de ce nom, le grand maître Pycelle s'offense et défend corps et âme le fait que les villageois ne l'ont pas véritablement reconnu, mais surtout défend par extension Tywin Lannister. Donc ce grand maître Pycelle, il a pas l'air très neutre, hein. Ouais, il a pas l'air très pragmatique. Ouais. Il a l'air un peu biaisé dans ses jugements. Et d'abord, il souhaite que ce soit Tywin qui juge la montagne, et quand Ned lui répond que la justice du roi fait foi sur les 7 couronnes, Pycelle suggère d'attendre que Robert revienne de la chasse. Donc tu sens que vraiment qu'il cherche à protéger Tywin là. Ouais. Et tu sais, il monte sur ses créneaux pour dire attendez, quand Tywin Lannister, la montagne, attendez quand même. Enfin bon. Genre c'est vraiment le mec, tu sais, tu lui fous des preuves devant la gueule, il fait non, il faut laisser le bénéfice du doute, on sait pas. C'est le gros. En plus de la description physique, en fait, ce genre d'acte de barbarie, c'est, enfin, les autres chevaliers ont l'air de dire que ça lui ressemble bien, quoi. Ned demanda ensuite où se trouvaient ces chevaliers lorsque se perpétua ces massacres sur leur terre. Sir Raymond Darry était à Vivzeg afin de protéger la forteresse des Tully, ses suzerains, tandis que Sir Mark Piper et Sir Carell Evans se trouvaient à la Dent d'Or aux côtés de leur père. Quand Edmure Tully a eu vent de ces massacres, il les a envoyés chercher les survivants afin de les amener plaider au roi. De plus, Edmure Tully avait garni d'hommes chaque village situé à moins d'une journée de cheval entre le Conflent et les terres de l'Ouest. Mais pour Ned, c'était une énorme erreur, car maintenant, Vivzeg se trouvait diminué d'hommes et donc affaibli. Et c'était peut-être exactement ce que voulait Tywin Lannister. Donc là, je pense qu'on a les premiers, les premières batailles dans les 7 couronnes qu'on voit depuis le début du tome. Ouais, c'est intéressant de voir quelles peuvent être les stratégies militaires qui sont mises en place. Ouais. Et donc je pense que Ned il a raison. Enfin là, c'est difficile d'appeler ça une bataille. Oui, c'est un mais je veux dire, la préparation. Un peu une opération. C'est ça. Donc, alors, ce qu'on comprend, ça peut être, en fait, la vraie cible de Tywin Lannister serait Vivzeg.
Ouais. Et que justement il a fait ça pour les affaiblir. Enfin, je pense que Ned il a raison sur ce coup-là. Il y a deux causes, enfin il y a deux trucs, ouais, c'est comme t'as dit, en fait, vu que Edmure est un peu nul en stratégie militaire, visiblement, il disperse ses forces dans les différents villages où il y a eu des massacres. Et la chose, c'est aussi de provoquer les Tully pour que c'est eux qui fassent le premier move officiel de guerre, et que ensuite Tywin puisse dire oui, les Tully nous ont agressés, nous ont agressés, c'est eux qui ont commencé, quoi. C'est pour ça qu'il a envoyé sans bannière Sir Gregor Clegane, d'après Ned. Alors, quand tu dis un peu nul en stratégie militaire, je pense que t'as raison, hein. La raison, c'est parce que tu sens que Edmure, il veut protéger chacun de ses concitoyens, de ses bannerets, même de ses paysans, de ses gens, quoi. Mais en faisant ça, en fait, comme tu dis, il disperse ses forces, qui est vraiment con. Vouloir protéger tous ses concitoyens, ok, mais il me semble que dans les stratégies, normalement, c'est pas d'envoyer des soldats à chaque village, c'est de ramener chaque villageois dans la capitale, tu vois. Quitte à devoir diviser les vivres et tout, mais normalement, c'est ça qu'ils font. En tout cas, Edmure Tully ainsi que ses représentants demandaient justice. Le problème était qu'on n'avait pas identifié clairement la montagne et Tywin Lannister, si bien que si les seigneurs du Conflent avaient directement répliqué et rompu la paix du roi, on les aurait accusés d'être à l'initiative. Donc ce que tu disais, Guillaume. Heureusement que Hoster Tully, le père d'Edmure Tully et de Catelyn Stark, mais surtout le seigneur de Vivzeg, avait imposé de demander la justice auprès du roi pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Bon alors, dans le dernier chapitre, Catelyn, elle s'inquiétait de l'état de son père, en disant que si Edmure Tully s'occupait des stratégies militaires, c'est que Hoster Tully devait être en mauvais état, quoi. Mais bon, il a quand même l'air d'avoir toute sa tête pour réfléchir à ça, et pour être capable de donner des ordres. Donc, s'il ne va pas bien, ça va être plus sur le plan physique que sur le plan mental. Ouais. S'il ne va pas bien. Parce qu'on sait que des fois, les suppositions de Catelyn peuvent s'avérer fausses. Donc, pas qu'un peu. Ned s'apprête alors à rendre son verdict, non sans informer le roi. Il demande alors à Robert Royce d'aller prévenir le roi, vu que son père, Yohn Royce, dit Yohn le Bronzé, est parti chasser avec lui. Juste avant de rendre son verdict, Sir Loras Tyrell s'avance et demande de représenter Ned s'il compte faire appliquer la justice à Sir Gregor Clegane. L'état de Ned ne le permettant pas de le faire lui-même, bien que ce soit la coutume dans le Nord, pour un juge de manier lui-même l'épée. Comment ça, c'est vraiment les principes de Ned, les principes du Nord, les principes des Stark. C'est classe. Mais Ned fit fi de l'intervention de Loras Tyrell et envoie Lord Beric Dondarrion, Thoros de Myr, ainsi que Sir Gladden et Lord Lothar, accompagnés chacun de 20 hommes, plus de 20 hommes de la garde personnelle d'Eddard, afin d'appliquer la justice du roi sur Gregor Clegane. Il aime les chiffres ronds, ça fait 100. Ah non, ça fait 104. Ça fait 104. 104. Bah, 100 hommes et 4 commandants, quoi. Ouais. Ned répudie Gregor Clegane de tous ses titres, de son fief, et surtout, le condamne à mort. Tu peux juste Lord Beric, on en avait déjà parlé, Thoros de Myr aussi. Alors, Sir Gladden et Sir Lothar. J'ai pas regardé les deux. C'était le prochain paragraphe, t'inquiète. Quoi? C'était le prochain paragraphe. Ah, ok. Alors, Lord Beric Dondarrion était venu participer au tournoi de la main. C'est un seigneur dont l'emblème nous a été décrit comme, Guillaume, tu t'en rappelles? C'est un éclair sur fond noir. C'est ça. Et alors Beric Dondarrion paraît assez séduisant, vu qu'une certaine fille a été charmée par ce seigneur aux cheveux d'or rouge. Oui, c'est la pote de Sansa. Comment elle s'appelle? Jane Poole. Ouais, c'est ça. Donc c'est Jane Poole qui a trouvé Beric Dondarrion séduisant. Elle avait même déclaré vouloir l'épouser. Alors si on se réfère aux appendices, les Dondarrion sont des bannerets des Baratheons par ailleurs. Ouais. Thoros de Myr, lui, est un prêtre guerrier qui s'est illustré avec son épée de flamme à 2 événements connus du lecteur. Tu te rappelles on a l'assaut de Pike. Exactement. Et donc l'assaut. Alors si on regarde la Pike, c'est au niveau des îles de Fer. Hein. Ouais. Donc ça s'est passé lors de la rébellion de Balon Greyjoy, qui est le sire des îles de Fer. Et l'autre, je me souviens pas. Alors l'autre, c'est tout simplement le tournoi de la main. Il a gagné la mêlée.
Ah, là, tu me poses une colle, je me souviens plus, c'est lui qui avait gagné la Je crois que c'est mêlée. lui qui a gagné la mêlée. Avec son épée en feu? Ah, en Ouais. flamme? Peut-être, hein. Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, ça paraît très logique. En tout cas, voilà. Donc, et justement, son épée, on avait déjà réfléchi à ça, mais son épée en feu, et le fait que ce soit un prêtre, peut-être qu'il était de la religion du feu, ou quelque chose comme ça. On avait déjà entendu parler de cette En tout religion. cas, prêtre rouge, ça rappelle ce qui est vu sur Essos. C'est ça. Par contre, on ne connaissait pas encore Sir Gladen et Lord de Lothar. Donc, première mention de ces deux personnes. Loras Tyrell a l'air... Pas d'appendice? Y a pas d'appendice? Non. Ok. Loras Tyrell a l'air assez déçu de la décision de Ned de ne pas l'avoir envoyé, mais selon la main du roi, c'est la vengeance qu'il cherche et non la justice. Le chapitre se termine par un dialogue entre Ned et Varys. Ned avait commis 2 erreurs selon lui. C'est pas Littlefinger, plutôt? Non, Varys. Premièrement, de ne pas avoir envoyé sur Loras Tyrell. Il valait mieux se concilier l'amitié des Tyrell si l'on se frottait aux Lannister. Parce que c'est vrai que, bon, si on regarde un peu l'état des lieux dans cette bataille, qui oppose d'un côté les Stark, voire où les Tully maintenant sont engagés, hein, vu que bon, c'est Catelyn Tully de base, la femme de Ned Stark qui a enlevé Tyrion, et Vizeg est elle n'est pas assiégée, mais bon, il y a une guerre entre le Conflent et les terres de l'Ouest là, donc d'une part les Stark et les Tully, d'autre part les Lannister. Donc il reste encore 5, parce qu'on sait qu'en tout dans Westeros, il y a 9 grandes maisons. Sauf que bon, les Targaryens sont, voilà, les Targaryens ils sont à l'est là, Ouais. donc on les compte plus, donc il en reste grosso modo 8. Enfin, pas grosso modo, il en reste 8. Donc les 5 autres, c'est quoi? C'est les Martels à Dorne, bon, qui sont pas du tout engagés dans cette guerre pour l'instant. Les Arryn, mais bon, Lysa et Roshig a envoyé des hommes hors des Arriers, donc Même rien que pour défendre les Vivzeg, même pas rien à foutre. donc bon, on pourrait considérer comme pareil comme les Martels hors de la guerre pour l'instant. Les Arryn, t'as dit les Martels. Oui, les Arryn, pardon. Les Baratheons, bon, sauf que Robert, il a pas trop l'air de déjà il participe pas parce qu'il est même pas au courant de tout ce qui se passe là, donc pareil pour l'instant ils sont hors de la guerre. Il y a Stannis de l'autre côté, mais bon, Stannis il a peur dragon, on sait qu'il masse une armée, ça c'est sûr. Donc à la limite pourquoi pas Stannis le compter dans les Baratheons, mais il est voilà, c'est pas le seigneur de la maison. Il reste les les Tyrell et qui d'autre? Parce qu'elle a quoi la dernière? Oui. Ferné. Du coup, il resterait les Tyrell, et comme bah justement c'est ce qu'il dit, hein, Varys, c'est que bon pour l'instant les Tyrell ils sont pas engagés, donc vaudrait mieux concilier l'amitié des Tyrell plutôt que de les répudier. Et les Ferné, donc sur les îles de Fer, qui eux pareil sont totalement hors de la bataille. Donc si on regarde bien, en tout cas pour l'instant, c'est 2 grandes maisons contre une. C'est les Stark et les Tully contre les Lannister. Ouais. Ouais, il aurait peut-être bien fait d'envoyer Loras Tyrell, histoire de... Ouais, d'engager les Tyrell. Parce que, en plus, dans les deux cas, c'est bénéf, parce que si Loras Tyrell, il gagne, bah, du coup, il est saucé, il s'est dit, c'est grâce à Ned Stark qui m'a envoyé là-bas. S'il meurt, les Tyrell, ils vont vouloir se venger. Ouais. donc en fait, c'était bénéf dans tous les cas. Alors, appliquer Loras Tyrell, hein. Loras Tyrell, c'est le 3e fils de Mess Tyrell, le sœur actuel de Haut-Jardin. Le chevalier des fleurs, d'ailleurs, qu'il s'appelle Loras Tyrell, sur son nom. Enfin bon, donc ça, c'était une erreur de la part de Ned, selon Varys. Et deuxièmement, il n'avait pas confié la tâche de l'exécution à la justice du roi Ilyn Payne, ce qui devait être considéré comme un affront pour lui. La justice du roi, c'est celui qui charge des exécutions, hein, pas besoin de préciser. Mais pour cette dernière, c'était complètement délibéré de la part de Ned. D'une part parce que les Payne étaient des bannerets des Lannister, et d'autre part, il se défiait de lui de manière viscérale. J'ai dit Viserys. Varys prévient Ned que Ilyn Payne, en tout cas, n'avait pas l'air d'avoir appris cette décision, mais alors pas du tout.
Pour l'instant, c'est vrai qu'en In Pain, on sait juste qu'il est mieux parce qu'on lui a coupé la langue. C'est difficile pour diriger des hommes sans parler. Ouais, il a pas besoin de diriger des hommes pour exécuter, hein. Va chercher la montagne tout seul, vas-y, hein. Après, s'il veut se rajouter au boîte de son coin. Je pense que c'est plus s'il veut se rajouter au groupe, en tout cas, mais. Ouais. Mais enfin, voilà. Donc c'est un chapitre, c'était un cool chapitre parce que du coup, on a les premières, on disait depuis tout ce temps que, voilà, c'était un peu en ébullition, mais là, bon, ça commence vraiment, quoi. Il y a des échauffourées. Ouais, la température monte. Et donc, on a terminé avec ce chapitre. On espère que vous l'avez apprécié et que vous avez apprécié l'épisode. Voilà. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer l'aventure, nous contacter dessus ou par mail. Et puis, si vous êtes assez gentil, notez ou commentez le podcast sur Apple Podcast, parce que je pense que c'est là qu'on a le plus de visibilité, mais si j'en suis pas sûr, peut-être sur Spotify aussi, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, passez une bonne semaine, et puis on vous retrouve la prochaine fois. À plus.